Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always, always, always. Salut à tous, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast avec Shai et Antoine. Si on a des petits yeux, c'est pas simplement parce que la NBA est sur le point de reprendre, il y a déjà eu des matchs de pré-saison qui ont commencé pendant le week-end. C'est aussi parce qu'on est en train d'apporter les dernières touches au nouveau numéro du MOOC Rivers. On vous en a parlé déjà à plusieurs reprises en fin de semaine dernière. Ce MOOC qu'on a appelé Small parce que dédié aux petits, voilà, tous ceux qui étaient de base peut-être trop petits pour pouvoir se faire une place dans ce sport de grand. Du moins, c'est souvent comme ça qu'on le présente. Je vois que Shai, à chaque fois que je mentionne ça, il lève les poings. Represent les petits, évidemment. C'est ça, il faudrait qu'on fasse un podcast un jour tous les trois côte à côte pour que vous vous rendiez bien compte de la taille d'Antoine par rapport à Shai et à moi. Je viendrai avec mon escouade de petits, avec Pierre Armand, Benjamin, Benoît Jamais, vous inquiétez pas. Très bien, ça va envoyer du lourd. Et donc voilà, ouais, ce MOOC dédié aux petits, donc soit les petits entre guillemets, parce que vous savez très bien que quand on parle de taille, tout est relatif et que finalement, la plupart de ces athlètes sont plus grands que la moyenne des gens, mais malgré tout, petits par rapport à leur environnement, ceux qui ont marqué fort l'histoire. Alors, de tête, bien sûr, Allen Iverson, qui est en couverture, à qui on a dédié un long et magnifique portrait signé par Pierre Armand justement, des joueurs comme Muggsy Bogues avec lequel tu as eu l'occasion de discuter au téléphone, Antoine, voilà, qui a été assez sympa de nous accorder un petit peu de temps, des joueurs comme Nikos Galis, pour ceux qui se rappellent de ce joueur scoreur incroyablement fort qui a martyrisé l'Euroleague pendant des années et qui a vraiment été le joueur qui a fait basculer, qui a fait de la Grèce une terre de basket tout simplement, qui a transformé l'engouement de ce peuple pour le basket. On parle d'autres figures mythiques, mais on s'est aussi posé d'autres questions. Par exemple, on a beaucoup parlé du small ball des Warriors. Est-ce qu'on parle tous les jours de small ball dans la NBA moderne, mais est-ce que c'est vraiment joué par des petits finalement le small ball? Est-ce que le small ball tel qu'on l'entend, ça fonctionne? Est-ce qu'à part celui des Warriors, il y a d'autres exemples vraiment de small ball qui ont réussi à aller jusqu'au bout? On parle aussi de petits qui sont pas petits, mais qui sont petits pour leur poste. Je pense à Charles Barkley, Chuck Hayes ou Draymond Green, des joueurs qui étaient sous-dimensionnés pour leur poste et finalement qui par leur talent, leur charisme ou leur capacité ont réussi à se frayer un chemin à travers ces espèces d'arbres géants qu'il y a dans les raquettes. Toutes ces questions, on a vraiment essayé d'aller au fond des choses. On a eu la chance aussi d'avoir des super intervenants. Sylvain Francisco en rédacteur en chef exceptionnel, Olivia Ipoupa, Andrew Albici ou encore même Fred Sarr qui est aujourd'hui assistant GM des équipes de France, ou de l'équipe de France masculine en tout cas, qui ont participé à la table ronde. Voilà, tout un tas de sujets. On vous en a déjà parlé, mais on va continuer à vous en parler malgré tout. On vous donnera un peu plus de détails sur le sommaire. Tout ça, comme vous savez, c'est disponible en édition limitée et exclusivement sur Basket Session. Vous ne pourrez pas le trouver à la Fnac ou sur d'autres boutiques en ligne ou dans d'autres magasins. Donc c'est sur basketsession.com que ça se passe. On vous met tous les liens en description. Si vous allez sur BS, vous ne pourrez pas le manquer. Voilà, je vous avoue qu'on est en train de finir, donc on est un peu fatigué, mais on est super fiers de ce nouvel opus. On a hâte de pouvoir vous le présenter plus en détail et surtout d'avoir votre retour, votre sentiment sur ce travail. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je referme là-dessus cette page. Et finalement, on va continuer sur l'auto-promo, mais en écartant un petit peu le sujet, parce qu'on va parler des Français. On va parler des Français de NBA, ceux que vous connaissez déjà sur le bout des doigts, ceux que vous allez peut-être découvrir si vous ne les aviez pas suivis encore dans les championnats dans lesquels ils évoluaient par le passé. Bref, on va essayer de faire le point sur quelles sont nos attentes à nous par rapport à ces joueurs français, quelles vont être les attentes de leurs équipes, ce qu'on espère que les rôles dans lesquels on espère les voir s'illustrer. Voilà un petit peu ce qu'on a en tête. Long préambule, Shai et Antoine, comment ça va tous les deux déjà? Écoute, impec. Prêt. La pré-saison, c'est... Chaque année, je me rappelle que c'est un peu... J'aimerais bien faire un petit flash-forward vers le début de la saison. Parce que c'est... Voilà, tu as envie de tirer des enseignements au moindre petit truc parce que tu as été sevré de NBA pendant quelques temps. C'est vivement déjà le début de la saison, quoi. Ouais, qu'on ait des vraies rotations, qu'on ait une idée un petit peu de ce qui va vraiment se passer. Écoutez, je vous propose, j'allais dire, alors c'est pas tout seigneur, tout honneur, mais en toute logique, qu'on commence peut-être par le Français qui sera le plus attendu cette saison. C'était déjà le plus attendu la saison dernière, c'est tout simplement Victor Wembanyama, qui a, en gros,
assumé toute la hype, je pense, qu'il y avait autour de lui, qui a même été au-delà des attentes qu'on pouvait avoir sur sa saison rookie, notamment en deuxième partie de championnat, et qui va arriver cette année. Il a annoncé lui-même avec des ambitions assez hautes en termes de résultats collectifs. Un effectif des Spurs qui s'est renforcé en maturité, en expérience avec la venue notamment de Chris Paul et d'Harrison Barnes. On sait que Victor est du genre à se fixer des objectifs très hauts et à en parler à haute voix. Comment est-ce que vous envisagez cette saison 2 de l'aventure Victor Wembanyama aux Spurs ? Vous avez vu déjà comment Chris Paul il l'a motivé en le battant au tournoi de ping-pong interne des Spurs là. Je pense déjà cette collaboration elle va être fructueuse et même là, les petites images qu'on voit du camp d'entraînement, pas que au ping-pong évidemment, mais de Victor montre qu'il a déjà le feu intérieur qui est présent. Moi alors, il y a les attentes plus ou moins réalistes. Moi, je pense qu'il est obligé de confirmer. Ça peut pas être un sophomore classique où on se dit il a fait une belle première saison rookie. Il y aura peut-être un petit palier de stagnation comme on voit avec certains. Il est destiné à faire tellement de grandes choses qu'il faut déjà qu'il y ait un palier supplémentaire passé cette année, individuellement et collectivement. Donc c'est bête, mais lui-même le dit, ça va passer par des résultats collectifs pour atteindre des objectifs individuels. Je pense qu'il va scorer un peu plus, prendre un peu plus de rebonds. Les contres, ce sera peut-être sensiblement pareil, ça va dépendre du temps de jeu. Et raisonnablement, je pense que All-Star et Podium Defensive Player of the Year, c'est le strict minimum auquel il peut aspirer. Et puis après, avec lui comme porte-étendard, les Spurs doivent se rapprocher gentiment du play-in sans forcément le disputer, mais au moins commencer à être dans la discussion, je pense. Et ça passe forcément par Wembanyama. Il est tellement central au projet que voilà, moi je m'attends à ça. Je le trouve, il a l'air très très bien physiquement, il a l'air très très compétitif mentalement déjà, de ce qu'on peut voir. C'est que des bribes d'images ici et là, hein, mais je le sens bien quand même. Moi, je m'attends à une grosse saison pour la deuxième saison de Wembanyama. Je pense que comme Shai l'a dit, c'est pas n'importe quel sophomore. Ce que j'attends de lui, en fait, c'est d'être meilleur, mais pas de n'importe quelle manière. J'ai trouvé que Wembanyama, l'an dernier, il y a presque 2 saisons, j'ai eu la chance d'en parler avec... je m'en profite pour lui faire un big up et lui faire un peu de pub. Avec Guillaume de Basket Le Lab, chez qui toi aussi tu es passé chez un podcast, pardon, voilà, c'est une pub non prévue, mais on a eu l'occasion de parler ensemble de Victor Wembanyama et c'est vrai qu'on se disait qu'il y avait 2 saisons différentes, sa première partie de saison et sa deuxième partie de saison, mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'il y avait quand même une espèce de... Voilà, la sélection de tir de Victor Wembanyama peut parfois être très frustrante. On sent qu'il cherchait un peu son jeu, qu'il cherchait ses pouvoirs, qu'il cherchait ses atouts, voir quelles étaient ses propres limites. Je m'attends à ce qu'il y ait encore un peu ça. Mais là, l'an 2, je suis déjà dans une optique de j'aimerais voir moins d'erreurs. Je veux voir moins d'erreurs, je veux plus de régularité, que ce soit en termes d'adresse, en termes de sélection. Il y a eu super playmaking à la fin. Voilà, c'est des choses que je veux retrouver. Du coup, en fait, j'aimerais voir un Victor Wembanyama qui n'est pas juste plus fort statistiquement, mais qui a encore plus d'impact. Parce qu'il a fait une très belle saison, mais les Spurs ont gagné que 22 matchs. C'est quand même important de le rappeler. Je pense que c'est quand même un total très très faible. On n'est pas passé loin du plus petit total de victoires de toute l'histoire de la franchise. Alors oui, il n'y a pas eu souvent des équipes moches, mais il y en a eu. Et les Spurs, avec Victor Wembanyama, ont failli faire finalement autant perdre plus de matchs que les Spurs où il n'y avait plus David Robinson en attendant Tim Duncan, etc. Donc là, je suis dans l'impact. J'ai envie de voir un Victor Wembanyama qui, ok, je suis fort et en plus de tester mes pouvoirs, je comprends comment je fais gagner mon équipe. Je pense qu'il était déjà dans cette optique en fin de saison. On a vu d'ailleurs San Antonio a gagné beaucoup plus de matchs sur la fin que sur le début. Donc c'est un peu tout ça que je m'attends. Et en fait, je me dis que si Victor Wembanyama il est s'il est effectivement dans cette tendance où, comme je l'ai dit, moins d'erreurs, meilleure compréhension de ce qu'il doit faire, meilleure compréhension de ses spots, etc., mais en fait, San Antonio gagnera facilement 15 matchs de plus. Je suis assez persuadé que 15, voilà, et que du coup, on se rapproche du play-in. Et je pense que le play-in, il est même atteignable, mais qu'en tout cas, comme a dit Shai, il y a un peu cette progression collective qui ne dépendra pas que de lui, elle dépend aussi de la progression de David Vassell, des autres jeunes, Jeremy Sohan, mais qui, je pense, part beaucoup de lui et de ses capacités qui sont au-dessus de la norme. Et après, je suis quasiment persuadé qu'il sera All-Star, Victor Wembanyama.
C'est intéressant tout ce que tu dis, Antoine, parce qu'en fait, je suis d'accord avec une partie en fait des choses. C'est-à-dire que je suis d'accord sur le total de victoires. Moi aussi, je pense que les Spurs vont être bons. Je pense que l'an dernier, les 22 victoires, il faut quand même les remettre en contexte. Il y a une bonne partie de la saison durant laquelle Victor Wembanyama avait un nombre de minutes maximal qui lui permettait de jouer. En fait, passer un certain nombre de minutes, il devait retourner sur le banc. Et c'était vraiment une année où le club a pu avoir le luxe finalement de tester tout un tas de choses en sachant pertinemment que ça mènerait pas forcément à des victoires. On se rappelle de Jeremy Sohan au poste de meneur, on se rappelle de différentes expérimentations de 5 majeurs différents, le fait que finalement on avait le sentiment que Victor était pas particulièrement cadré dans le jeu, que c'était un petit peu va sur le terrain, même si je pense que c'était plus complexe que ça bien sûr, mais quand même il avait une liberté d'action qui est rare pour un rookie finalement. Voilà, c'était un petit peu... Tu sentais que les Spurs voulaient voir ce qu'ils avaient en main, voir un petit peu où ça allait aller. Cette année, je pense que la simple arrivée de Chris Paul, s'il est sur le terrain, va déjà régler tout un tas de problèmes, entre guillemets, ou recadrer tout, en fait, une bonne partie des choses. Là où je suis pas tout à fait sûr d'être d'accord avec toi, Antoine, c'est, tu sais... sur tes attentes en termes de justesse de jeu. Donc je pense que... d'une certaine manière, si, c'est juste d'attendre ça d'un joueur de deuxième année qui commence à faire le tri. Mais globalement, en fait, pour des joueurs du talent de Victor, il est encore dans la phase où je pense qu'il continue, il va continuer d'expérimenter, en fait, et de voir jusqu'où son jeu peut l'emmener. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette phrase moi, qui m'avait marqué, parce que je ne m'attendais pas du tout à une phrase comme ça de la part de Kobe Bryant. Il y avait un match avec les Lakers où Andrew Bynum, sur dernière possession du match, est pris le tir à 3 points de la gagne, quoi. Et en gros, les journalistes étaient allés voir Kobe à la fin du match. Il ne l'avait pas mis. Hein. Attention, spoiler alert, il ne l'avait pas mis. Et les journalistes étaient allés voir Kobe en disant mais qu'est-ce que tu as pensé de ce tir d'Andrew Bynum à la fin du match? Il s'attendait certainement à ce que Kobe allume Bynum à gros boulet. En fait, il avait dit non, mais c'est un jeune joueur. C'est normal en fait qu'il essaie de voir jusqu'où il peut, de voir ce qu'il peut faire, de voir jusqu'où il peut aller. Et Kobe disait que bah ouais. Étonnamment, en fait, moi non plus, je ne m'attendais pas à cette réponse. Il a dit, ouais, c'est normal, en fait. Et ça, on l'a vu avec d'autres joueurs, en fait. Tu vois, des joueurs comme Doncic, des joueurs comme Kobe, comme LeBron même. Toute cette première partie de carrière où, finalement, les résultats collectifs sont importants, certes, mais ça passe d'abord par la performance individuelle. Donc, je pense quand même que, même si je m'attends effectivement, vu la vitesse de progression et de compréhension des choses de Victor, à ce qu'il fasse déjà le tri, un certain tri, je pense quand même qu'il faut s'attendre à le voir encore faire pas mal d'erreurs, et même c'est une bonne chose, en fait, d'une certaine manière. Je suis d'accord, hein. C'est pour ça que j'ai dit moins d'erreurs. Je pense que inévitablement, mais qui est déjà, comme tu as dit, une forme de tri. C'est marrant sur les minutes, j'avais oublié, mais quelque part, être plus consistant, et ça va peut-être avec sa prise de poids, etc. C'est aussi, on peut s'attendre dans les attentes qu'on peut placer en lui, on peut aussi se demander, être capable de tenir la saison comme il l'a fait l'an dernier, mais en ayant maintenant une charge un peu plus importante, à la fois en temps de jeu et en responsabilité sur la saison. Pardon, Shai. Non, mais pas de souci. C'est pareil, c'est ce que je me demande aussi, c'est à quel point le côté laboratoire de la saison dernière, que ce soit collectivement, parce qu'il Pop a essayé des choses avec Sohan et d'autres, à quel point le côté laboratoire individuel et collectif va se poursuivre, parce que quand tu vois qu'il y a Chris Paul, Harrison Barnes, tu te dis que c'est des mecs qui n'auront logiquement pas la patience ou l'habitude d'être dans ces contextes-là. Donc, je pense qu'il va encore être un peu dans une découverte de ses pouvoirs. C'est un peu comme ça que je le vois. Il va effectivement tenter des choses, voir dans quel registre il est le plus à l'aise, mais que ce sera un tout petit peu plus limité ou encadré, et que ça ira dans le sens de résultats collectifs meilleurs. Ce sera pas totale liberté, à mon avis, je pense. Et c'est pour ça que ça va, à mon avis, mieux fonctionner que l'année dernière, tout simplement parce que l'effectif est de meilleure qualité. Mais de toute façon, il est tellement exceptionnel qu'il ne peut rien s'interdire, en fait. Je voyais même des gens qui disaient qu'il sera dans la converse pour le MVP. Alors, c'est beaucoup trop... c'est abusé, mais imaginez que les Spurs soient dans le play-in, par exemple, ce qui n'est pas impossible, et qu'il fait des stats qui défient l'entendement, comme il a montré qu'il était capable de le faire. On parle d'un mec qui n'est pas très loin de quadruple-double et de choses comme ça. Si les Spurs sont dans ce truc-là, dans cette fenêtre-là de victoire, allez savoir après. Parce que pour le coup, il sera le joueur le plus valuable, parce que sans lui, son équipe, elle est clairement dernière ou avant-dernière à l'Ouest. Donc, il faut rien. C'est comme depuis le début qu'il est là, je pense, et on voit la maturité avec laquelle il joue. Il faut rien s'interdire avec lui, et il doit rien s'interdire, pour l'instant, en tout cas. Et comme ça, on va voir jusqu'où il peut aller et quel est son registre préférentiel, tout simplement.
Ouais, c'est clair. Et sur les attentes, tu vois, personnelles, je pense que là où je vous rejoins, je pense tous les deux, c'est que je l'attends effectivement sur plus d'efficacité, mais je pense que la présence d'un Chris Paul, en fait, va favoriser ça. C'est-à-dire que l'an dernier, tout le monde s'offusquait du fait qu'on lui donne pas suffisamment la balle dessous, qu'on lui donne pas la balle dans de bonnes conditions, même si on sait que dans le basket moderne, tu vas pas faire poster Victor 15 possessions par match. C'est pas ça l'évolution du jeu, c'est même pas ce qui correspond à son jeu vraiment. Mais par contre, moi, je m'attends à plus d'efficacité près du cercle, à des moments précis. Je pense que sur son tir extérieur, il va progresser parce qu'il a un tir qui est très bien, mais qui est pas encore à forte rentabilité sur le tir de loin. J'imagine que ça, il va progresser. C'est plus là-dessus, en fait. Moi, je m'attends à le voir quand même continuer d'essayer des choses, mais dans certains autres secteurs du jeu, être dans un niveau de rentabilité qui sera meilleur. Et il sera meilleur parce que l'organisation du jeu sera plus claire, plus nette. Et je pense que moi, j'adore Jeremy Sohan et son potentiel. Et je sais à quel point ça a frustré des fans de San Antonio, des fans de Wembanyama l'an dernier de le voir jouer meneur. Mais je pense qu'on était d'accord tous les trois. On savait que ça serait pas son poste final en fait. Sohan, il va pas jouer meneur. Par contre, s'il peut devenir un mini Draymond Green et que la saison de l'an dernier lui a permis de développer du playmaking, de porter la balle face à des défenses, etc., ça sera que bénéfique pour le moyen long terme. Et moi, j'aime bien cette équipe de San Antonio. Franchement, j'ai vraiment hâte pour le coup, pour rejoindre ce que tu disais, Shai, de la voir sur le terrain vraiment en mode compétition et voir quelle forme de jeu à quelle forme de jeu on va pouvoir assister. Et petite mention pour l'autre Français de l'équipe, parce que Greg Popovich l'apprécie toujours autant. Il a encore eu des mots très très encourageants pour lui. Pour Sidi Sissoko, qui lui aussi découvre aussi un peu cherche un peu de quoi il sera capable à ce niveau-là, avec un jeu quand même très axé sur la défense et sur le physique. Mais je pense qu'on le verra peut-être un peu. S'il y a des opportunités, il les saisira, parce que ça a l'air d'être un garçon comme ça, extrêmement mature aussi, intelligent. Je pense qu'il aura des opportunités cette année, je l'espère en tout cas. Il faudra aussi le surveiller. Il n'y a pas qu'un seul Français à San Antonio cette saison. Je pense qu'il a le positionnement parfait pour San Antonio en fait. Parce que, comme tu l'as dit, il ménage pas ses efforts, c'est un gros travailleur. Il a profité à plein, je pense, des allers-retours avec la G-League l'an dernier. On sait qu'on a fait le numéro Spurs, là, on en parlait avec Yann Mahimi, il parlait de l'importance que l'équipe de G-League avait pour les Spurs, en fait. Ils s'en servent vraiment comme d'un laboratoire et ils s'attendent à ce que les joueurs qui fassent venir soient tout de suite prêts à jouer. Et je pense que là-dessus, il a vraiment l'attitude pour pouvoir effectivement peut-être venir grappiller des minutes si les circonstances le permettent. Mais oui, bien sûr, on aura un œil sur Sidi, c'est clair. Moi, déjà, ne serait-ce que... En fait, pour grappiller des minutes, il faut déjà être dans le groupe, quoi. Désolé de le dire comme ça, mais tu vois, Sissoko, il a joué 12 matchs l'an dernier seulement en NBA, c'est très très faible. Logique, hein, c'était le plan, de toute façon, c'était de le mettre en G-League. Si là, ne serait-ce qu'il arrive à se montrer sur quasiment la moitié de la saison, on sait que sur la moitié de la saison, il y aura forcément plus d'opportunités à saisir, entre guillemets. Si au moins la moitié de la saison, les Spurs se disent « Ok, on le met dans le groupe avec nous », tu vois. Où il y a déjà cette possibilité éventuellement d'avoir des minutes et de se montrer. Ce serait ça mon attente pour Sidi Sissoko, de passer la moitié de l'année avec l'équipe NBA et pas l'équipe G-League. Ouais. On va suivre. Après, c'est vrai que c'est important de jouer aussi, quoi. Donc finalement, c'est ça qui est toujours compliqué, Est-ce que c'est finalement plus rentable pour toi d'être au bout du banc des Spurs et jouer 2 minutes par-ci, 2 minutes par-là, ou de pouvoir avoir un rôle majeur avec l'équipe de G-League? C'est une question qui est complexe. Pour certaines équipes, j'aurais tendance à être à 100% d'accord avec toi, Antoine. Avec les Spurs, j'ai l'impression qu'il y a quand même parfois des passerelles qui sont plus envisageables. On pourra en parler avec Dieng, parce que justement, c'est l'exemple de celui qui est resté beaucoup en G-League. Pourtant, là aussi, dans une franchise... pardon, je suis en train d'hijacker le programme. C'était peut-être pas Dieng qu'on avait derrière. Mais il n'y a aucun problème. On peut enchaîner avec Ousmane Dieng. Ouais. Ousmane Dieng, pour le coup, groupe pareil. Le Thunder est un programme de G-League l'équipe fait confiance à son programme de G-League. Même le coach vient de là. Donc. Ouais, c'est ça. Et Ousmane Dieng, je ne sais pas dans quelle mesure jouer beaucoup en G-League l'a aidé tant que ça, tu vois. Alors que c'est un joueur qui, je pense, a vraiment toutes les qualités pour s'illustrer en NBA. Je vais quand même regarder exactement combien de matchs il a joué, mais ça bug. Ouais, tu vois, quoique, je dis une bêtise. Il a passé la moitié de l'année à chaque fois avec le Thunder, donc ça contredit tout ce que je viens de dire. Il était 39 matchs avec OKC sur sa première saison et 33 sur la deuxième. Donc quelque part, c'est... Après, il n'a pas de bol. Il tombe dans une équipe qui tourne tellement bien
que là, c'est dur de se faire des places. Sissoko, il était dans une équipe qui était en pleine expérimentation. Là, le Thunder, en plus, c'est pour ça que son cas est particulier à Ousmane Dieng, parce qu'il a clairement le talent. Je pense que s'il n'est pas au OKC, s'il est dans une équipe qui fait confiance aux jeunes et qui est en développement, il a largement plus de temps de jeu. Je ne sais même pas s'il va en G-League. Et là, OKC, même s'il y a beaucoup d'importance accordée au programme, tu l'as dit, hein, il y a beaucoup de joueurs qui viennent de là. Et même Marc Daigneault a passé 5 ans comme coach d'OKC Blue. Il y a peu de place finalement quand même. C'est ça qui est frustrant. Il est dans une situation frustrante, Ousmane, parce qu'il montre des choses. Il a toutes les qualités aussi, tu l'as dit, mais s'il n'y a pas l'ouverture, il n'y a pas l'ouverture. Et s'il y a la moindre petite ouverture, il ne faudra pas se louper, quoi. Ouais, parce que là, c'est vrai que les attentes sont pas du tout les mêmes collectivement. Maintenant, ils tombent dans une équipe qui va jouer le titre ouvertement cette année. Donc, c'est pas simple. Pour autant, on a eu l'occasion de faire une interview avec Ousmane en fin de saison dernière, ou au début de l'intersaison plutôt. Après, oui, OKC avait déjà été éliminé, pardon. Donc, c'était après les playoffs. Mais c'était déjà son interview. Je vous encourage à aller l'écouter parce que c'est quelqu'un que j'ai trouvé vraiment très honnête dans sa manière de parler de sa situation, de son parcours. Et lui, en tout cas, il restait vraiment déterminé à se faire une place dans cette équipe du Thunder dans laquelle il se sent bien. Donc, nous, voilà, on n'a qu'une envie, c'est qu'il puisse avoir l'opportunité de montrer un petit peu avec l'équipe du Thunder vraiment ce dont il est capable. Là aussi, comme tu le dis, hein, Antoine, je pense qu'il a les outils qui sont vraiment intéressants à son poste pour se faire une place en NBA. Maintenant, il faut l'opportunité pour lui de montrer ce dont il est capable, quoi. C'est à deux. Enfin, moi, pareil, je lui souhaite de réussir au Thunder, mais si on est réaliste sur la rotation du Thunder avec l'équipe qui s'est renforcée cette saison, je ne pense pas qu'on verra beaucoup Ousmane avec OKC. Et pourtant, voilà, comme vous l'avez dit tous les deux, je pense qu'il y a vraiment un mec qui a le talent. Ousmane Dieng, il serait à Charlotte, il aurait peut-être déjà joué 70 matchs par saison. Alors, il y a le tir, la régularité au tir qui pose un peu problème, mais au-delà de ça, il a quand même tous les atouts physiques. C'est un mec qui a de la polyvalence, il y a un vrai potentiel athlétique. Tu te dis que ça peut être ton ailier un peu très complet en attaque comme en défense. Moi, j'en suis presque à me demander, est-ce que ce qu'il n'y a pas de mieux pour lui, c'est un trade dans une équipe faible en cours de saison. Tu vois, par exemple, un contrat expirant d'une équipe faible. Un joueur, ok, s'il prend un autre joueur de plus confirmé sur le banc, un joueur que le Thunder est prêt à faire jouer 10-15 minutes, et s'il se trouve que ce joueur joue par exemple dans une mauvaise équipe, et que là, Dieng puisse avoir au moins la deuxième moitié de saison ou autour de la deadline, 30 matchs ou 25 matchs pour se montrer concrètement avec 25-30 minutes par match en NBA. Et si tu tournes à 15-16 points sur ces 25-30 minutes, il y a peut-être quelqu'un qui se dira en fait, il y a un vrai joueur NBA ici, donnons-lui sa chance, quoi. Parce que pour moi, il est au-dessus du niveau de G-League, en fait. Il s'est promené ils sont champions avec le Blue, il est MVP de la finale, je crois, en plus. Enfin, à chaque fois que je l'ai vu en G-League, il m'a l'air largement au-dessus, physiquement déjà, parce qu'il est grand et il n'a pas fini de grandir. Enfin, il avait repris des centimètres il n'y a pas si longtemps. Il a 2,08, je crois. Il est au-dessus, il a tous les atouts. C'est juste que c'est vraiment une position qui est inconfortable. Et pour le trade, je suis d'accord avec toi, Antoine. J'espère juste que ce sera dans une équipe qui lui ferait confiance. Et peut-être que là, lui, pour l'instant, il mise juste sur le fait qu'il y a un moment où contractuellement, il y a un truc qui grimpe dans la hiérarchie, s'il y a un des joueurs à son poste qui est plus là, ou qu'il y a une blessure, et là, auquel cas, ce sera peut-être lui. Mais lui, vraiment, ça va être l'éloge de la patience, à mon avis, dans son début de carrière. Et il m'a l'air d'avoir la tête sur les épaules dans l'interview que tu avais faite, Théo, avec Maxime. On voit que c'est un garçon quand même qui est capable d'avoir cette patience et qui sait où il a mis les pieds et qui sait qu'il joue dans une équipe qui va jouer le titre maintenant. Donc moi, je lui souhaite vraiment tout le bien un peu possible et que s'il y a des ouvertures, il les saisisse. Et même si ça passe par un trade, écoute, tant mieux. Il ne faut juste pas que ce soit sur l'une des franchises où c'est le bazar total, parce que tu peux, ok, tu joues, mais si c'est juste pour jouer et qu'après tu n'es plus dans la ligue derrière, c'est un intérêt un peu moins important quand même. Ouais, je suis d'accord avec vous. C'est sûr qu'en termes de temps de jeu, je pense que l'idéal pour lui, ça serait s'il y avait un trade. Après, on n'est jamais à l'abri d'une blessure, voire de plusieurs blessures. Et là, effectivement, c'est le seul chemin effectivement que je vois pour lui, le chemin direct pour lui d'avoir des minutes avec le OKC. Vu la largeur, enfin la profondeur de l'effectif, c'est s'il y a des absents.
Et c'est pas pour spoiler l'interview, mais tu vois, notamment, j'avais trouvé intéressant vraiment sa mentalité, parce qu'il avait été convié au camp d'entraînement de l'équipe de France. Il n'avait pas pu participer à tous les entraînements pour des raisons contractuelles, liées à son statut de joueur NBA et aux assurances. Par contre, voilà, il nous avait dit tu sentais qu'il avait été attentif, quoi, qu'il avait été heureux déjà d'être là, de voir un petit peu les autres joueurs, de pouvoir observer. Moi, j'ai eu le sentiment que c'était vraiment quelqu'un qui avait la bonne attitude, en fait, au vu de sa situation. Donc, effectivement, voilà. Là, il n'a pas vraiment son avenir entre les mains. C'est ça qui est frustrant, en fait. Il faudra attendre de voir ce qui se passe du côté d'OKC. Effectivement, s'il y a un trade. La différence, effectivement, par rapport à ce que tu disais, Shai, c'est que même s'il part dans une équipe... Finalement, même s'il devait partir dans une équipe mal gérée, mais qu'il avait des minutes, je pense que ça serait l'essentiel, en fait, pour lui. C'est de pouvoir quand même être sur le terrain et se montrer. Ouais. Je vous propose qu'on fasse un détour par les rookies. Les joueurs, voilà, qui ont été draftés en juin dernier, d'autant qu'on a quand même eu back-to-back premier, deuxième pick pour des Français, c'est inédit, et je sais même pas si ça a déjà été fait pour des joueurs internationaux, d'ailleurs, tout court, d'avoir premier et deuxième pick. Canadien, en fait? Non, même pas. Non, je crois pas. Wiggins, non, parce que eux, ils ont back-to-back premier choix, 2013-2014, mais effectivement, non, 1-2, je pense pas que ça a été fait pour des internationaux. Ouais, donc forcément beaucoup d'attentes. On va pas revenir sur la spécificité de cette classe de draft. Il y a quand même Alexandre Sarr, on va commencer par lui, donc qui a été choisi en numéro 2 par les Wizards, qui a joué ce week-end et qui a laissé oublier, ou du moins qui a commencé à effacer un petit peu le mauvais souvenir qu'avait laissé sa participation à la Summer League. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous? Je sais que vous en avez parlé un petit peu ce matin dans le CQFR, mais pour ceux qui auraient raté le CQFR, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ses débuts officiels d'Alexandre Sarr avec son équipe des Wizards? Là, c'était bien mieux en termes d'efficacité, parce qu'il faut le rappeler, c'est pas pour... je pense que Alexandre Sarr lui-même voudra oublier un peu ce qui s'est passé en Summer League, mais il avait fait un match notamment à 0/15, très peu d'adresse, il prenait beaucoup de tirs à 3 points, il semblait un peu à contre-temps parfois, alors il y avait toujours une certaine présence défensive, et ça, il n'y a pas de problème, il prenait des rebonds, il mettait 2-3 comptes par-ci par-là, mais c'est beaucoup trop de maladresse pour un joueur pris aussi haut et qui est attendu quand même aussi de ce côté-là. Là, cette nuit, c'était quand même beaucoup plus intéressant. C'est qu'un match de pré-saison à nouveau, mais les Wizards ont perdu contre Toronto assez largement, mais ça a joué 22 minutes, 15 points, 4 passes, 3 rebonds à 6/8 avec 3/4 à 3 points, dans un match qui ressemble plus à ce qui sera son quotidien cette saison, parce qu'en Summer League, tu joues contre des effectifs qui ne ressemblent pas forcément à des effectifs NBA. Et là, contre les Raptors, c'était une vingtaine de minutes plutôt intéressantes et qui montrent un peu plus ce pourquoi il avait été pris en 2. On a vu un peu la palette, un peu de passe, une belle présence dans la raquette. Et c'est encourageant, faut confirmer. Et il aura, pour le coup, lui, je pense qu'il aura le temps. Ils vont lui laisser le temps de faire des erreurs. Les Wizards, ils visent pas du tout quelque chose de très compétitif. Donc, il aura le temps de faire des erreurs. Il faut juste qu'on voit pour lui aussi une progression tout au long de la saison, qu'il y ait un peu d'adresse qui vienne, qu'il ne se tape pas des matchs comme il en a eu en Summer League, parce que ça, c'est pas possible. Sinon, les médias vont lui tomber dessus et les attentes elles vont être très, très difficiles à supporter. En sachant que déjà, beaucoup de gens disent de base, c'est pas un numéro 2 de draft, il est pris trop haut, etc. Donc moi, voilà, je vais attendre de voir, c'est un cliché, mais c'est un lieu commun, mais de dire des progrès constants, un temps de jeu constant. Il y a quelques joueurs d'expérience dont il peut apprendre autour de lui. Pour moi, c'est ce que j'attends de lui, c'est des progrès en attaque, là où pour l'instant c'est encore un petit peu friable, parce qu'on voit que son shoot est un peu irrégulier, et qu'on voit que c'est quand même qu'il a les fondamentaux défensifs pour avoir un strict minimum qui lui permette d'être tout le temps sur le terrain, en fait. De jamais être écarté de la rotation. Ça, je pense que c'est super important. Ouais, moi, je pense que tu as mis le doigt sur le truc. La défense, vraiment, je sais que ça peut être dur en plus pour un jeune joueur, et surtout que tu veux tenter de montrer aussi ce que tu peux faire en attaque. Mais là, des matchs comme celui de cette nuit, alors j'ai regardé que les highlights, mais il y aura des soirs sans. Des soirs à 1/9, il y en aura encore. Ça, c'est clair et net. Je pense que des soirs comme en Summer League, il y en aura. Son jeu... Et il a tendance à rester beaucoup au large et du coup, c'est bien, ça va étirer les lignes. Donc, il y aura des 3 points et j'espère qu'il y aura plus de soirs d'adresse que de soirs sans adresse. Mais moi, j'attends, comme tu as dit,
que déjà il s'affirme vraiment comme un défenseur. Alors bien sûr, il y aura des erreurs. Wembanyama faisait des erreurs d'ailleurs en tant que défenseur aussi. Je ne m'attends pas à ce que Sarr soit lui aussi dans la course pour le deep point, pas du tout. Mais voilà, qui s'affirme comme tu as dit. J'ai bien aimé ta formule, je ne me souviens plus exactement, mais un défenseur. Et du coup, là-dessus, tu sais que tu vas forcément lui donner 20 à 25 minutes parce que ça va te faire du bien. Donc une forme de protection de cercle, tu vois, un défenseur de deuxième rideau, qu'on puisse se dire, lui, ça pourra devenir le point d'ancrage de ma défense. Peut-être que ça ne l'est pas encore parce que c'est un jeune joueur qui a que 19-20 ans, mais ok, je vois qu'il a déjà ça pour être le point d'ancrage, qu'il a déjà les qualités pour être le point d'ancrage de la défense. Et j'ai l'impression que l'attaque, ça va être un peu du bonus. Mais si on peut attendre quelque chose en attaque, c'est que déjà, il commence un peu à trouver ses spots. Voilà, c'est un joueur qui, je pense, peut marquer. Il a quand même des grosses qualités athlétiques. Il met un gros dunk d'ailleurs cette nuit. C'est un joueur long qui puisse mettre des points sur quelques pick and roll, tu vois, parfois un peu de la semi-transition ou de la transition. Il court avec ses petits parce que lui est mobile et qui marque ses 6, 8, 10 points faciles un peu tous les soirs qui lui permettent d'apporter une base qui va rassurer un peu tous ceux qui tournent que autour de l'attaque, voilà, qu'on voit aussi, mais de toute façon, regardez, quoi qu'il arrive, c'est déjà un bon défenseur et il a déjà quelques spots sur lesquels je peux mettre des points, et le reste, après, c'est un peu du bonus. S'il met des 3 points, si vraiment il s'affirme comme un mec qui peut space the floor, je suis désolé, je trouve pas, apporter du spacing en français, je sais pas comment le dire, mais ouais, étirer les lignes, voilà. Si après, tout ça, c'est plus des flashs de ce qu'il pourra montrer plus tard, mais sur la première saison, je suis vachement sûr. Défense pour gagner vraiment sa place, et mettre des paniers faciles en trouvant ses spots. Et ça, s'il fait déjà ça, je pense que c'est déjà un vrai bon début de carrière pour lui, en fait. Ouais, je partage complètement ton avis parce qu'en fait, surtout pour les grands, je pense que le succès en NBA passe par là avant tout. Tout le monde n'a pas le talent offensif d'un Victor Wembanyama ou de ce type de joueur. Donc, en attendant, c'est de contrôler ce que tu peux plus contrôler, la défense, le rebond, ton activité. Et si tu es aussi grand et athlétique qu'Alexandre, ça te donne forcément des opportunités d'aller marquer des points. Et après, tu prends ce que la défense te donne. Je suis complètement d'accord avec toi du côté d'Alexandre. Finalement, le point positif, c'est que cette équipe de Washington, elle n'est pas si nulle, en fait, quand tu regardes le talent qu'il y a dans l'équipe. Elle a la capacité de mettre en place du jeu, mais l'objectif, c'est pas de gagner. Donc ça, en fait... J'espère pour lui et pour Bilal, sur qui on reviendra tout à l'heure, que ça permettra d'avoir une équipe finalement avec suffisamment de structure pour qu'ils puissent s'exprimer, mais sans que ça leur coûte des minutes et qu'au contraire ils puissent être sur le terrain, s'aguerrir, prendre de l'expérience, parce que de toute façon le but pour Washington ne sera pas de gagner des matchs cette année, c'est clair. On peut peut-être basculer sur le numéro 1 de la dernière draft, Zaccharie Risacher. On a déjà eu l'occasion d'en parler un petit peu entre nous. Je re-regardais à nouveau ce roster de cette équipe d'Atlanta. C'est étonnant, mais je crois que ça fait aussi partie des équipes que j'ai le plus hâte de voir sur le terrain, parce que je continue d'être persuadé que cette équipe a trop de talent en fait pour que le désastre qu'a été la saison dernière se reproduise. Et quand je regardais l'effectif, j'ai l'impression que c'est peut-être le type de situation idéale pour Zaccharie, parce qu'en fait, il y a beaucoup de joueurs complémentaires, polyvalents, qui peuvent faire plein de choses ensemble. Et vu la polyvalence du jeu de Zaccharie, j'ai l'impression que ça devrait lui permettre finalement de pouvoir être aligné dans tout un tas de situations, que ça soit dans le 5, que ça soit avec des joueurs de la second unit, que ça soit sur les postes 1, 2, 3, en fait, en fonction des situations. J'ai l'impression que tout est réuni finalement pour qu'il puisse s'exprimer, d'autant que cette équipe devrait ne plus être la blague qu'elle était en défense l'an dernier, où c'était regardez, 73 points quasiment toutes les plus grosses perfs de la saison dernière, perfs offensives, à commencer par celle de Luka Doncic, c'était face aux Hawks. Là, quand je vois Dyson Daniels, je vois Larry Nance Jr., je vois la montée en puissance de Jalen Johnson, Zaccharie Risacher, qui est déjà un très bon défenseur, je pense que cette équipe devrait être bonne en défense et que ça lui permettra aussi de valider ses minutes. L'avantage, c'est que là, il sera pas. Il a une cible dans le dos en tant que numéro 1 de draft, c'est sûr. Il y a des gens qui l'attendent au tournant pour dire je vous l'avais dit que c'était une escroquerie, prendre un Français qui sort de nulle part numéro 1 sans la hype de Wembanyama, bon voilà. Mais je sais bien qu'il y a un vétéran majeur autour qui capte l'attention, c'est Trae Young. Dans tous les cas, c'est son équipe, donc il n'arrive pas en disant ça va être mon équipe. Et il y a d'autres très bons joueurs autour, tu l'as mentionné, Jalen Johnson qui est en forte progression et qui va, à mon avis, augmenter encore au niveau des stats notamment. Donc il peut arriver,
lui, c'est un entre-deux, mais c'est un entre-deux qui, je pense, peut être confortable parce que l'équipe peut bien tourner et lui, comme l'a dit Trae Young justement, il va apporter quelque chose qu'ils n'ont pas, de la taille sur ce poste-là, du shoot en théorie, parce qu'il a quand même, c'est une de ses armes, et puis un certain enthousiasme, un vent de fraîcheur aussi d'une équipe qui a été tellement décevante l'année dernière. Enfin, moi, je m'attendais pour la première vraiment pleine de Quinn Snyder, avec un effectif qu'il a un petit peu plus choisi et tout. Je m'attendais vraiment à ce qu'il finisse même top 5, top 6 de l'Est, et ça a été une cata. DeJounte Murray est parti, il y a de la place pour être l'un des 2-3 joueurs les plus importants de l'effectif. Et je pense que Zachary, il a la maturité et le jeu pour y arriver. Est-ce que ça va être simple tout de suite? Je ne sais pas. Parce que Atlanta n'est pas non plus dans le wagon des tankers, entre guillemets. Donc il va pouvoir faire des erreurs, très probablement, mais il y a quand même un semblant d'ambition qui fait qu'il ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Donc moi, je pense qu'il va faire une meilleure saison que ce que les gens pensent, enfin, que ce que certaines personnes pensent. Aux États-Unis, il n'est jamais cité. On avait parlé avec Antoine dans un CQFR, je crois. Hein. Il n'est jamais cité dans qui sera rookie de l'année. Il n'est jamais cité dans qui sera le meilleur rookie de la QV dans 4-5 ans. Donc c'est bien. Il part un peu comme un outsider et ça, je pense que ça peut bien lui convenir. Alors, c'est un peu différent de Sarr, mais comme Sarr, tu vois, j'avais des attentes qui ne collaient pas forcément avec un deuxième choix de draft. Je vais reprendre ce que dit souvent Théo. En fait, cette draft, il faut oublier les pics. Un premier choix de draft ou un deuxième choix de draft, tu te dis automatiquement, tu ne te poses pas la question de savoir s'il va être dans la rotation tout au long de la saison. Ça semble couler de source. Mais je pense que, alors Sarr, il joue dans une équipe plus faible avec moins de concurrence, mais je pense que pour Rizaché, ça serait déjà bien. C'est le minimum presque qu'on peut lui souhaiter, évidemment, hein, mais je serais rassuré si toute la saison, il est dans la rotation. Je pense que ça doit être ça l'objectif, c'est d'être dans la vraie rotation, celle à 8-9, tu vois, des mecs qui jouent vraiment entre 10 et 30 minutes chaque soir. Donc, selon les soirs, des fois, il en jouera 13, des fois, il en jouera 25, etc. Mais qui soit tout au long de la saison, qu'il n'y ait pas des périodes de did not play, qu'il n'y ait pas des périodes où il passe à 7-8 minutes, des moments où il passe 10e homme. Voilà. J'espère vraiment qu'il sera dans ce pool de 8-9 joueurs que Quinn Snyder va utiliser tous les soirs. Parce qu'il y a de la concurrence, mine de rien. Il y a du DeAndre Hunter, il y a du Jalen Johnson, il y a du Bogdanovic. Donc, il y a des mecs qui vont prendre des minutes, des mecs qui sont devant lui. Maintenant, moi, je crois beaucoup en Zachary Rizaché. J'aime beaucoup son profil, j'aime beaucoup son fit avec les Hawks. J'aime bien le jeu, j'aime bien l'équipe des Hawks. J'aime bien l'ADN du jeu de l'équipe des Hawks avec tous ces grands qui sont capables de switcher ou d'être polyvalents en attaque comme en défense. Donc, je me dis que si Zachary Rizaché, il peut jouer son jeu, il restera dans la rotation. Il y aura des soirs où son tir, c'est un point fort, mais c'est un mec quand même très irrégulier, Zachary Rizaché. Il a eu des périodes l'an dernier où il était très bon au tir et d'autres où il a été moins bon, et ça donne un pourcentage plutôt correct, mais il y a eu une espèce d'irrégularité à laquelle malheureusement je m'attends encore. Je pense que s'il est régulier au tir, là pour le coup, c'est sûr qu'il sera beaucoup utilisé. Je ne sais pas s'il fallait fixer une barre, je me dis peut-être... être au-dessus de 33% à 3 points, voilà, ça peut être un bon début. C'est pas encore excellent, mais tu vois, t'es à 34-35%. On commence à se dire, il peut mettre des shoots, lui. On peut travailler quelque chose. Et après, bah voilà, montrer sa polyvalence. Et s'il joue, il y a un truc que j'aimerais voir en plus, si vraiment il a cette place dans cette rotation, c'est commencer doucement. Avoir des flashs de ce qu'il est capable de faire balle en main, parce que ça, pour moi, c'est la suite pour Zachary Rizaché. Je suis sûr que Zachary Rizaché, ça peut être un excellent glue guy en NBA, 3&D, mec qui met des shoots, qui t'apporte un peu de tout, qui a du bonne passe et tout, mais je pense que la suite, c'est qu'est-ce qu'il va faire avec la balle, et j'espère qu'on pourra le voir un peu cette saison. Oui, je partage complètement ton avis sur sa capacité à être un créateur et pas simplement un finisseur qui attend la balle dans le corner. Je suis complètement d'accord avec toi, Antoine. Ce qui m'intéresse avec cette équipe d'Atlanta, c'est que je serais étonné que le roster qui commence la saison soit celui qui termine la saison. Je sais pas si vous avez les stats sous les yeux, mais petit quiz, je vous demande pas qui est le premier salaire de l'équipe des Hawks. Bien entendu, c'est Trae Young. Est-ce que vous savez qui a le deuxième plus gros salaire de l'équipe? Ça doit être c'est Okongwu ou DeAndre Hunter, un des deux? Clint Capella. Ah oui. Ouais, dire je me souvenais même plus qu'il était encore là. Toujours là, oui, bah oui. Ouais. Troisième plus gros salaire, DeAndre Hunter. Donc deux joueurs. Moi, Clint Capella, je remets pas du tout en cause les qualités de Clint, qui est un très bon joueur NBA. Je remets pas ça en cause. Par contre, vu le potentiel d'Onyeka Okongwu, je suis un peu étonné quand même que il n'y ait pas eu un trade déjà qui soit fait, de manière à responsabiliser plus Okongwu et à pouvoir récupérer d'autres types d'assets. Et DeAndre Hunter, c'est vraiment difficile parce qu'en fait,
j'ai l'impression, alors peut-être que chaque année on dit ouais, si DeAndre Hunter il passe un cap, si DeAndre Hunter il garde il gagne en efficacité, en régularité, pour moi il a toujours pas passé ce cap en fait. Il y a des moments où il est excellent, il y a des moments où j'ai le sentiment, vous me direz ce que vous en pensez, que c'est un joueur lambda quoi, dans la NBA moderne. Et donc quand je vois que Bogdanovic est derrière sur le salaire, quand je vois aussi l'espace que ça pourrait libérer ou ce que tu pourrais récupérer en échange de joueurs comme ça, je pense que c'est une équipe qui... Je serais vraiment très étonné que le roster reste le même jusqu'au bout. Ça peut aller dans tous les sens en fait, parce que Trae Young aussi, je pense que là intérieurement il se dit bon bah j'essaye comme ça, voir si ça me plaît, voir si j'ai l'impression que ça va vite progresser, mais après il peut très bien du jour au lendemain après te dire, enfin je sais pas où il en est dans son contrat d'ailleurs, faudrait que je regarde, mais il peut être libre en 2026. Ouais, donc bon. Moi je pense qu'il va signer une extension avec les Hawks. Voilà. Il va être éligible à une extension, il peut pas passer à côté. Parce que alors voilà, mais après j'attends de voir quand même le relationnel avec le front office. C'est le même front office avec lequel il s'est pris la tête et qui lui reprochait un peu son manque de professionnalisme et tout ça, enfin, ou son individualisme pardon plutôt. Donc voilà, t'as raison Théo, je pense que ça peut bouger très vite dans n'importe quel sens. J'espère pour Zachary que ça va être que la saison va être bonne, comme ça ils vont être tentés de garder un peu un certain noyau avec les joueurs qui sont là et qu'il y ait de la stabilité, parce que c'est le pire truc possible pour un jeune, surtout drafté haut, c'est que ça bouge tout le temps et qu'il n'y ait pas de stabilité. Donc, mais ça peut totalement, parce qu'avec Atlanta, avec ce qu'on a vu l'année dernière, et avec les contrats que tu évoquais, ça peut bouger vite. Mais moi, je pense à... Ah, pardon, vas-y. Non, comme tu veux, Théo. Non, j'allais juste dire, pour le coup, je serais très étonné de voir Trae Young bouger, parce que je pense pas qu'il soit en situation de force pour forcer un trade. C'est un joueur extrêmement clivant en NBA. Et pour le coup, Atlanta a tout misé sur lui. C'est même pas qu'ils auraient pu, ils avaient Luka Doncic. Ils ont choisi Trae Young. Derrière, c'est dur de se dédire à ce niveau-là. Et je suis pas sûr qu'il y ait une offre aussi forte pour... même, c'est même pas... Je sais que... c'est pas un joueur qui fait consensus parmi toutes les équipes de la Ligue, et que toutes les équipes de la Ligue sont pas en train de se dire si seulement on pouvait avoir Trae Young. Il y a certainement des équipes qui se disent ça, mais je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça. Bon, en plus, il a changé d'agent en plus, donc avant il était chez Clutch, j'aurais du coup plus misé sur un coup de pression. mais en plus, j'ai l'impression qu'ils ont déjà choisi Trae Young même encore cet été. Ils ont transféré des jeunes Temeray. Je pense pas non plus que Trae Young va bouger. Je pense, sauf si les Hawks ne sont pas prêts à lui donner le super max qui est celui d'une superstar et que ça commence à bailler là-dessus. Et là, peut-être que Trae Young dira bon bah vous voulez pas me le donner, je vais aller chercher ça ailleurs. Je pense pas non plus que Trae Young il va être transféré. Je pense maintenant c'est acté que c'est le franchise player, que le départ de Murray lui laisse la place et c'est le plus talentueux des deux, donc ça a du sens. Et c'est même si c'est un joueur clivant, c'est un mec quand même super talentueux qui est quasiment chaque année en 30 points, 10 passes. Il n'y en a pas 50 comme ça. C'est vrai qu'il faut autour de lui pour exploiter son talent. C'est un mec qui a mené son équipe en finale de conférence, au passage. C'est quand même c'est pas tout le monde qui l'a fait à l'Est. Il y a un certain Joel Embiid, il attend encore. Trae Young, il faut l'entourer de défenseurs, de mecs qui ont de la taille. Et c'est exactement ce que sont en train de faire les Hawks. Si en plus, tu as un Jalen Johnson qui progresse. Et je pense que les trades, ils peuvent être à l'avantage de de Rizaché. Je pense que Capella, c'est quasiment acté qu'il va être tradé. Il est en contrat expirant, ou alors ça veut dire juste qu'il laisse partir sans contrepartie. Mais par exemple, un trade de Hunter, qui est lui aussi, je pense, un très bon candidat. Tu as bien fait le profil. C'est un mec qui n'a pas explosé. Et à force de ne pas exploser, il se fait piquer son spot, en fait. Jalen Johnson, il a tout ce que tu pouvais attendre d'Hunter. Johnson, il te le donne. Et du coup, il ne te sert plus trop, Hunter, en fait. Tu n'en as plus vraiment besoin, tu vois. Et je pense qu'Hunter, il y a moyen qu'il soit trade, potentiellement contre peut-être même un pic de fin de premier tour ou des assets futurs ou quelque chose comme ça. Et derrière, ça ferait de la place pour Rizaché. Parce que Hunter, même si tu as intérêt à le faire jouer, tu le fais jouer, il est bon. Soit ça va être ton équipe et tu te dis, OK, il y a peut-être une place avec Hunter et Johnson. Il est bon, tu te dis, je peux le trader. Ou au pire, il est pas bon, tu te dis, je vais le trader parce que vraiment, j'en veux plus. Juste, il a une valeur moins haute quand je le trade. Et dans tous les cas, il va avoir 25 minutes par soir. C'est 25 minutes, voire 30. Une fois qu'il n'est plus là, c'est des minutes à redistribuer. Et Rizaché, il est susceptible d'en prendre une grande partie, en fait. D'en récupérer 12-13. Donc, s'il y a un trade de Hunter en février, moi, je ne serais pas surpris que les minutes de Rizaché, elles grimpent entre février et avril. Carrément. Je vous propose qu'on termine sur... non, il nous reste 2 rookies encore.
Celui des Hornets, Tidjane Salin qui a lui aussi, alors lui il avait été plutôt bon en Summer League, on avait été vraiment content de voir un petit peu ce qu'il avait pu montrer. Il a aussi fait ses débuts en pré-saison dans la nuit dernière si je me trompe pas. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu tous les deux sur les premiers pas officiels de Tidjane Salin avec les Hornets? Il a été très bon, hein, et ça, j'aime vraiment, pour l'instant, ce qu'on a vu de lui, que ce soit en Summer League ou en pré-saison, c'est un joueur qui a de la personnalité, qui a une taille qui est. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment noté que sur le terrain, il faisait vraiment très grand. La qualité de son shoot, elle a été notée aussi hier. Donc les Hornets ont perdu de 2 points contre les Knicks, on en parlait ce matin. Et Tidjane est sorti du banc pour Charlotte avec 11 points à 4 sur 8, dont 3 sur 5 à 3 points. Donc il a pas l'air d'avoir peur, d'avoir froid aux yeux. Ouais, moi, c'est vraiment un garçon que j'aime bien et je pense que Charlotte a fait un bon choix. J'espère que, malgré là, il y a eu quelques absences un peu sur son poste, donc ça lui a ouvert peut-être un peu de temps de jeu en sortie de banc, mais je crois assez fort en lui, peut-être pas tout de suite. Il faudra voir. Charlotte, c'est une équipe un peu mystique aussi, hein. On ne sait pas du tout ce que ça va donner. Il y a pas mal de talent, mais il y a certains joueurs qui sont souvent blessés, la Melo Ball notamment. Donc il y a de quoi faire. Et je pense qu'il a moyen de se faire une place dans ce groupe-là. Je le trouve très, très, très intéressant. Et au niveau de la personnalité, j'ai beaucoup aimé les interviews, les dispos d'interviews qu'il y avait juste après la draft, où il disait sans sourciller, ouais, moi je veux être le meilleur joueur. Normal, tout va bien. Il disait ça, il souriait un peu, mais tu sens quand même que s'il y a moyen d'être plus fort que ce que les gens pensent, il le fera sans aucun souci et ça l'embêtera pas. Donc pour l'instant, j'aime beaucoup ce que je vois de lui. Moi, j'espère qu'il puisse faire une saison à la Bilal Koulibaly, en fait. Un mec qui est drafté haut, mais sur lequel tu sais pas trop savoir exactement si ça va marcher dès le début. Et voilà, et qui te prouve dès les premiers matchs, très vite, tu te dis, ah non, c'est un membre important du projet de ma franchise. Tu vois, Bilal n'était pas tout le temps titulaire. L'an dernier, il y a plein de moments où il sort du banc, mais tu sens que les Wizards comptent sur lui. J'espère que les Hornets pourront se dire la même chose de Salin. C'est un mec qui, pareil, a des armes. On est sur un joueur très moderne. La France, de toute façon, sait former des prospects dans ce style sait former des prospects qui ont les standards NBA. Ce que j'espère pour lui, mais là c'est débile parce que j'imagine de toute façon qu'il a plein de coachs qui lui diront, mais qui va pas, en fait, qui comprennent que sa réussite en NBA, en tout cas au début, ne dépend pas que de son tir à 3 points et qui n'est pas un espèce d'obsession de je dois être bon à 3 points en fait. Parce que c'est un mec qui peut montrer plein d'autres choses avec sa taille, que ce soit au rebond, que ce soit en défense, etc. Parce qu'il y a des soirs où en fait Salin, on a un peu comme sur Sarr, il y a des soirs où il y aura du 0 sur 6 à 3 points en fait. Ça me semble un peu évident, tu vois, qu'il y ait des soirs comme ça, qu'il y ait des soirs au contraire où ils sont un peu plus adroits, mais qui ne voient pas que les soirs d'adresse comme les bons soirs. Il y a moyen d'avoir des bons matchs sans être adroit dans cette équipe des Hornets. Il y a plein de choses qu'il peut apporter. Et voilà, qui s'affirme dans la rotation. Je sais, c'est un peu la même chose que pour Isaché et Sarr, mais je pense que c'est les trucs qu'on peut attendre pour 90% des rookies draftés au premier tour. Tu t'attends pas à être une star tout de suite. Donc déjà, être dans la rotation tout au long de l'année, c'est pas mal. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et ce qui est bien pour Tidjane, c'est que je pense qu'il a déjà conscience que ça vient pas que sa réussite passera pas uniquement par le tir à 3 points. Bien sûr que c'est l'axe sur lequel il va falloir qu'il progresse. Parce qu'en fait, c'est un joueur qui a un style de jeu complètement atypique, je trouve, mais qui a un impact direct en fait. Juste par son physique et son activité, en fait, il impacte tout de suite le jeu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il peut impacter même par ses erreurs, dans le sens où il est tellement... tu sais, il y a le terme disrupteur là qu'on utilise parfois, c'est un anglicisme, hein, je m'excuse, mais c'est vraiment comme ça que je le vois en fait. Il va aller te choper des rebonds que tu pensais pas captables, il va aller se jeter sur un couloir de passe où tu disais non, il est trop long, il est trop loin. Je veux dire, tu sais, il y a un peu cette impression visuelle de mini Yanis en fait. Il est immense, hyper puissant sur les finitions, sur la contre-attaque, en 2 dribbles, il traverse le terrain. Et ça, c'est bien parce qu'en fait, dans cette équipe des Hornets, j'en parlais une fois avec Pierre Armand, que je trouve au final talentueuse, et je serais pas étonné en fait quand je vois le roster. En fait, je serais
pas étonné si en fin de saison, on se disait, bah, ça a été l'équipe surprise de la conférence Est. Alors, je m'attendais pas à ce qu'ils aillent taper des tours de play-off, hein, c'est pas ça, mais l'équipe qu'on n'attendait pas et finalement qui a embêté tout le monde et qui a fait mieux que prévu, je serais pas étonné. En même temps, je serais pas étonné non plus si la saison se passait pas bien parce que historique de blessure de LaMelo Ball, une gestion de franchise qui est compliquée depuis un paquet d'années. Mais j'ai l'impression vraiment pour le coup, son style de jeu atypique peut vraiment être un atout pour se faire une place dans la rotation et avoir des minutes. Moi, ce qui me rassure, c'est ce que dit Charles Lee, l'entraîneur des Hornets à son sujet. C'est vraiment. Alors, on imagine bien qu'il ne va pas dire du mal de ces jeunes joueurs, il va plutôt essayer d'être encourageant devant les médias. Mais c'est très spécifique ce qu'il a dit. Il expliquait, alors sur les petits défauts, il dit il a tendance au training camp, il n'arrêtait pas de. Il coupait tout le temps vers le cercle, il resserrait vers la peinture. Parfois, c'est un peu trop intrépide. C'est ce que tu décrivais, le côté disrupteur. Moi, j'aime bien le côté intrépide, justement. C'est ça que j'aime bien, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il va garder avec lui toute sa carrière et que c'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas. Mais il dit quand même qu'en dehors de ça, il est ultra compétitif et il a un gabarit qui change beaucoup de choses. Ce shoot, franchement, regardez les images de son dernier match. C'est qu'un match, mais par contre, c'est fluide, c'est techniquement bien en place, je trouve. Et il aura ces opportunités-là quand il va rentrer. Et surtout, Charles Lee a dit, pour moi, il doit jouer dans les matchs, il doit jouer quand il y a à la fois Bridges, Miller et LaMelo. Donc, il veut le faire jouer avec des joueurs, avec les 3 joueurs majeurs de son équipe. Donc, je pense qu'il lui fait confiance. C'est pour ça que je m'attends à ce qu'on le voit pas mal quand même. Et il a même dit à la fin, après, ça c'est pour la formule, hein, mais il a dit que c'est un des joueurs qui vont changer beaucoup de choses pour cette franchise dans les années à venir. Moi, j'ai envie de croire à son optimisme et de me dire qu'on va voir des bonnes choses de Tidjane Salin dans les années qui viennent. Déjà cette année. Il a ce profil, je trouve, où il peut faire ses stats en allant chercher ce que les Américains appellent les garbage points. En gros, tu récupères des ballons qui traînent, des passes mal abouties et tu vas au bout. Moi, tu sais, sur toute la cuvée, là, si on devait me dire sur qui tu paries pour finir sur l'une des 2 ou 3 actions les plus marquantes de l'année, je parie direct sur Tidjane Salin. Et ça peut être soit parce qu'il va finir avec un tomard de dingue, soit parce qu'il aura voulu aller sur un contre où tu dis, mais t'avais aucune chance d'avoir le ballon, pourquoi tu y as été? Parce qu'il a ce côté dont tu parles, intrépide, un physique de malade. Hein. Franchement, effectivement, je pense que j'attends de voir, tu sais, on va pas revenir là-dessus, mais tous les propos sur les Français, les Européens, ils sont soft et tout, qu'ils aillent se coltiner ou essayer de provoquer des passages en force sur Tidjane Salin en saison régulière, je pense que les mecs ne reviendront pas souvent, quoi. Allez, on finit avec le dernier rookie, peut-être. Pacom Dadier, qui sera du côté des Knicks. Situation, alors... C'est pas simplement parce que ça a été le plus bas drafté là qu'on vient sur sa situation en dernier, mais c'est vrai que là, en termes sur la rotation, c'est peut-être celui qui aura le moins de chances de pouvoir se montrer. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, à mon avis, ça va être pas mal. Ils l'ont dit, hein, ça va être beaucoup de G-League, mais pareil, Thibodeau et le staff l'aiment bien. Ils ont aimé le fait qu'il veuille venir tout de suite, qu'il fasse la Summer League, ils aiment bien son profil physique aussi. Il a l'air d'avoir quand même une panoplie intéressante. Mais ouais, ça va être compliqué. C'est toujours pareil avec les équipes aussi ambitieuses que là, les Knicks vont l'être cette année. Ils vont être extrêmement ambitieux. Ils ont une forme de pression. Thibodeau n'est pas vraiment le coach qui va lancer un mec au pif, enfin pas au pif, mais un très jeune, avec très peu d'expérience, même en club avant. Je serais quand même surpris. À mon avis, si on veut être réaliste, il faut que ce soit. Ce sera une saison qui passera essentiellement en G-League ou avec des DNP quand il sera là, mais c'est pas forcément mauvais. Ça veut dire qu'il va pouvoir apprendre dans un contexte très 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 compétitif. Il va avoir des gros joueurs autour de lui, beaucoup de professionnalisme. Je pense que là-dessus ça servira, mais ça va être très dur, je pense, de se faire une idée du joueur qui peut être dès cette saison. Ouais, moi pareil que Shai. Déjà, s'il joue en NBA, en fait, c'est déjà presque une surprise, en fait, s'il passait vraiment plusieurs matchs avec l'équipe pro. En tout cas, en ce qui concerne le jeu, pas juste les entraînements, mais jouer en NBA, je ne suis pas sûr qu'on le verra beaucoup. Si jamais il y a des blessés, peut-être que Pacom Dadier, avec un peu de chance, il aura une période de l'année, parce que je pense que même dans le scénario le plus optimiste, ça serait qu'une seule période de l'année. Voilà, parce que, je sais pas, Bronson est blessé, puis du coup, il y a le 5 est remodelé, il se retrouve remplaçant, et pendant une période de l'année, il joue 7-8 matchs, où il joue 25 minutes sur ces 7-8 matchs. Donc voilà, c'est ce que j'espère qu'il aura l'occasion de se montrer. Mais voilà, comme a dit Shai, Thibodeau,
c'est pas le mec qui lance le plus des jeunes, quoi. Mais il peut Encore les plus dans le contexte des Knicks. Ouais, après, il peut le mettre sur des missions défensives aussi, parce qu'il a quand même des belles qualités défensives. Il peut d'ailleurs, Dadier peut jouer poste 2, poste 3, et il peut faire plein de. C'est l'intérêt, c'est que c'est un projet avec un grand gabarit. Il peut jouer sur plein de manières différentes, mais bon, pour l'instant, en tout cas, il est toujours dans les groupes, dans le groupe élargi. Ils n'ont pas spécialement dit que ce serait que de la G-League. Ouais, je pense pas qu'on le verra beaucoup, mais va savoir. Parfois, Tibbs, il s'en tiche de mecs auxquels on s'attend pas et ça fonctionne. Donc pourquoi ce serait pas lui après tout Il a montré qu'il n'avait pas froid aux yeux. Il est resté là. Il aurait très bien pu repartir en Europe sans aucun souci et il a choisi d'être là. Donc pourquoi pas. Ouais, à voir, parce qu'il y avait encore pas mal de rumeurs ces derniers jours, ces dernières semaines autour des Knicks, autour de potentiels trades que la franchise pourrait être encore en train d'essayer de faire. Donc voilà, Pacom pourrait aussi se retrouver être une monnaie d'échange s'il y avait des échanges, s'il y avait un trade qui devait se faire, notamment si New York cherchait à se renforcer encore sur les postes extérieurs. Ali, il y a peut-être un dernier rookie, alors on va dire potentiel, parce qu'il y a Armel Traoré qui a quand même signé en two-way contract avec les Lakers. Écoute, il a montré de belles choses pendant la Summer League. On en avait parlé à plusieurs reprises avec Shai là, quand on faisait les récaps. Il a souvent été plutôt bon dans son activité, dans ce qu'il a montré. Là, je ne sais pas du tout, je ne vous le cache pas, quelles sont les attentes autour d'Armel du côté des Lakers. Où en est le staff aussi de JJ Redick sur son évaluation des joueurs. Je ne sais pas quel est votre sentiment, vous, au sujet d'Armel. Moi, je ne sais pas du tout quoi penser, très sincèrement. Aux Lakers, il n'y a pas beaucoup de place. Celui qui aura une place un peu sans avoir le niveau, ce sera Bronny James de temps en temps et sur des trucs très très courts. Déjà, Dalton Knecht, il faudra lui trouver de la place alors qu'il sort de 4 ans de fac. Je ne pense pas qu'on voit beaucoup Traoré aux Lakers. Je ne suis même pas sûr qu'on le voit vraiment. Ouais, moi aussi. Après, je sais qu'ils ont bien aimé, tu le disais Théo, ils ont bien aimé sa Summer League, mais bon, c'est un joueur qui est. Je veux dire, s'il le lance demain, il fera le job sur les minutes qui lui seront données, mais il n'y a pas l'air d'avoir de la place pour lui, en tout cas pour l'instant, sauf catastrophe, sauf blessure. Je n'ai pas l'impression, malheureusement. Encore une fois, on espère se tromper et avoir une bonne surprise pour lui comme pour d'autres qu'on ne voit pas avoir du temps de jeu, mais ça semble difficile quand même. Surtout aux Lakers, tu l'as dit Antoine, où voilà, parfois il y a un peu de politique pour le banc de touche. Je pense pas que ce sera le cas là je pense pas qu'on le verra trop cette année. Ouais, c'est clair. Moi, je pense qu'il y aura des minutes pour Dalton Knecht, par contre, parce qu'il a vraiment un skill set tellement particulier que je pense que JJ Redick aura à cœur de s'en servir. En plus, je pense qu'il se reconnaîtra un peu sur le côté. Il va falloir qu'on le cache un peu en défense, mais par contre, en attaque, il peut écarter le jeu. Donc bon, à suivre pour Armel. Allez, on continue notre petit tour de table des Français. On va passer sur des joueurs qui ne seront pas rookies la saison prochaine. On a parlé un petit peu de Bilal, mais c'est vrai qu'on attend aussi beaucoup. Enfin, je sais plus dans quel podcast je me mélange un petit peu entre les CQFR, les podcasts et compagnie. On avait parlé un petit peu. Moi, c'était la raison pour laquelle je regardais les box scores et des highlights de Washington. Il n'y en avait qu'une seule l'an dernier, c'était Bilal. Cette année, il y aura aussi Alexandre Sarr. Moi, je m'attends personnellement à une belle saison 2 de Bilal. Je sais que parfois les rookies tapent le mur dans la deuxième année. Là, pour le coup, j'ai l'impression que sa trajectoire laisse entendre qu'il devrait être encore plus impactant cette saison. Ouais, franchement, je sais qu'il a pas mal travaillé le ball handling pendant l'intersaison. Il a pris de l'expérience avec l'équipe de France. Je pense que là, il va revenir. Là, il a joué qu'un match pour l'instant avec les Wizards. Il fait 10 points, de rebond, 2 interceptions, 2 contres. C'est une ligne de stats à la Bilal Koulibaly déjà l'an dernier. Et son shoot, qui est quand même la clé pour un joueur à son poste pour avoir des minutes, il a l'air quand même d'avoir bien travaillé dessus aussi. Et s'il commence à mettre un peu plus souvent dedans, ça va tout de suite être encore plus intéressant que ce qu'on a vu l'an dernier. Et moi, j'aimais beaucoup l'an dernier le voir son activité dans une équipe un peu dysfonctionnelle, le voir aussi actif et intelligent défensivement. Enfin, dans l'effort, je pense qu'on va avoir une vraie progression. Je ne sais pas à quoi m'attendre à proprement parler des Wizards parce que ça peut être un peu foutoir aussi, hein, mais je m'attends à des progrès et qu'on se dise ouais, c'est vraiment bien le joueur qu'on a entrevu sur la première saison et ça va être un joueur incontournable de l'avenir des Wizards parce que l'avenir est un peu flou pour les Wizards, mais lui, il ne doit pas bouger, quoi. Pour moi, c'est à la place du front office, tu te dis, t'as un mec intelligent, fort défensivement, qui a une belle marge de progression en attaque. Voilà, je veux du temps de jeu, je veux des opportunités de tir aussi. Ce ne sera pas forcément simple, hein, parce qu'il y a d'autres joueurs qui ont besoin du ballon dans l'équipe. Mais voilà ce à quoi je m'attends pour Bilal.
Moi, je me dis il y a déjà un défi en fait, parce que la première saison, personne ne s'attendait vraiment à grand-chose. Donc c'était forcément une belle surprise. Et là, on dit souvent que confirmer, c'est le plus dur. Et pour moi, c'est ce que j'attends de lui, qui confirme en étant plus régulier dans ses performances notamment. Et je pense que Bilal, il doit être un titulaire presque indiscutable à Washington. Et ça doit déjà être un objectif. C'est pas si simple, hein, même dans une équipe faible. Et je pense, voilà, la barre pour Bilal, elle doit être mise là. Confirmer, être un titulaire indiscutable. Et si c'est le cas, un petit peu plus d'apport offensif, comme tu l'as dit, Shai, avec le tir. Et tu as commencé à parler de ball handling. Je pense que si Bilal, il veut vraiment être dans le projet, avoir un rôle très important à Washington dans le futur, il faut commencer à voir des choses balle en main. Est-ce qu'il y a de la création balle en main, qu'on puisse le tester un peu balle en main, même par petites touches, tu vois, qu'on ait un peu des flashs, de se dire, ok, ça, il y a peut-être ça en lui quelque part. C'est ce que j'espère, je l'avais dit pour Rizaché aussi, j'espère qu'on aura l'occasion de voir ça chez Bilal. Pour ça, je pense que d'abord, la clé, c'est vraiment être titulaire indiscutable en mode, ok, lui, toute notre saison, c'est notre poste 2. Il n'y a plus de questions là-dessus. Et parce que pour l'instant, il est titulaire poste 2 parce que les Wizards ont décidé de mettre Jordan Poole meneur. On verra si l'expérience dure, on verra s'il y a un trade de Jordan Poole, d'un autre meneur, etc. Malcolm Brogdon est blessé, c'est ça? C'est son deuxième prénom ou non? C'est une phrase. Je suis même pas sûr à 100% qu'il soit au Wizards pour vous dire, mais je pense que Malcolm Brogdon est au Wizards. Il est content d'être au Wizards en plus. Ouais, c'est le premier joueur depuis la construction de la franchise qui, en conférence de presse, dit qu'il avait toujours rêvé de porter ce maillot. Incroyable. Il est d'originaire de Washington ou même pas? Je suis même pas sûr. J'ai pas vérifié. Je pense que oui. Il était à Virginia à la fac, donc. Ah voilà, tout s'explique. Bon, en tout cas, du coin quand même. J'espère que Bilal sera vraiment le titulaire toute la saison. Et si c'est le cas, ouais, j'aimerais voir un petit peu doucement un peu de création balle en main. Ouais, on va voir. Ce qui était vraiment encourageant, c'est qu'en fait, il fait tellement. C'est un athlète de très haut niveau, mais il fait frêle en fait. Et voilà, c'est l'impression visuelle que déjà l'an dernier, il avait surpris par sa dureté et sa capacité à encaisser les impacts. Là-dessus, je pense qu'après un an, il sera encore plus performant dans ce genre de choses. Et oui, tu as raison, ball handling, progresser dans le tir extérieur, ça, c'est les objectifs à court terme qui lui permettront d'élargir à la fois son nombre de minutes et le champ de ses capacités sur le terrain. Voilà, j'ose espérer que, de toute façon, que les Wizards ne seront pas dans le contrôle des minutes pour leurs jeunes et qu'ils leur laisseront du temps pour se développer, que ce soit pour les garder ou pour les montrer à d'autres équipes. Donc ouais, moi je suis plutôt encouragé quand même pour la situation qui devrait être celle de Bilal l'an prochain. C'est un joueur qui a montré qu'il était capable de s'adapter aussi aux situations. Donc titulaire, c'est très bien. Maintenant, s'il doit aller sortir du banc, alterner titulaire, 6e homme, 7e homme, je pense qu'il aura la capacité de le faire. Donc, je suis plutôt enthousiaste pour cette saison pour Bilal. Tu disais que c'était parfois le plus dur, c'était de confirmer. Il y a un joueur qui a même lui-même annoncé que c'était un nouveau départ carrément cette saison. C'est tout simplement Killian Hayes, qui a fini par trouver une équipe et qui va jouer avec Brooklyn. Une équipe qui visera rien d'autre que Cooper Flagg, je pense, cette saison. Comment est-ce que vous voyez la saison à venir pour Killian? Pas simple. Hein. J'ai pas envie d'avoir des attentes trop élevées. On espère tous qu'en fait, le problème est plus été les Pistons et le côté, je réutilise le terme, hein, mais très dysfonctionnel de la franchise et qu'il n'y a rien qui ait fonctionné pour quasiment personne. Et pas lui qui est pas le niveau ou les capacités pour jouer en NBA à ce niveau-là. C'est très bien. Si vraiment il arrive à être dans la rotation et avoir des minutes, c'est bien parce qu'il n'y aura pas de pression, il y aura moins d'attente parce qu'il n'y aura plus l'étiquette lottery pick qu'il avait à Détroit et la pression. Je pense que ça va juste être un joueur à la relance. On va se dire, là-bas, les mecs vont se dire, c'est cool s'il est bon, on aura eu un mec pour pas trop cher avec du talent. Si ça marche pas, ils se diront, c'est juste un mec de plus qu'il faudra lourder une fois qu'on reconstruira l'équipe. Moi, je crois encore en lui, honnêtement. Je crois encore en lui, pas pour être une star de la ligue, mais au moins pour être un meneur respectable, ne serait-ce qu'un meneur backup dans une bonne équipe. Je pense que c'est encore faisable. Il a les qualités de playmaker, il a les qualités de défenseur. Le shoot, c'est toujours problématique. On va voir, là, peut-être qu'il y aura une métamorphose à ce niveau-là du côté de Brooklyn, ou peut-être qu'il aura juste moins de pression de ce côté-là, parce qu'il y aura d'autres mecs qui prendront les responsabilités. Il y a 2-3 mecs qui vont shooter à l'arrière du côté des Nets là, cette saison. Cam Thomas. Voilà. Donc, j'ai pas d'attente trop élevée. J'espère juste que cette saison lui servira à rappeler que c'est un mec avec un fort potentiel et un joueur NBA. Parce que si ça fonctionne pas aux Nets,
il reviendra en Europe, ce qui est absolument pas grave. C'est pas grave du tout. Il peut très bien s'épanouir et devenir un fort joueur en Europe. Mais je pense que son rêve, c'est pas ça. Son rêve, c'est de jouer en NBA et de se montrer digne d'un mec qui a été pris dans les 10 premiers d'une classe de draft, forcément. Donc voilà, je lui souhaite le meilleur à Brooklyn. Moi, je vous cache pas que c'est un peu un de mes chouchous, Killian Hayes, donc je suis toujours un peu. Je trouve que Killian Hayes, le plus gros problème, et du coup, ça va rejoindre ce que j'attends de lui à Brooklyn, le plus gros problème, c'est qu'il a toujours été cassé dans son rythme, en fait, à Détroit. À chaque fois, il y a eu soit une blessure, soit, tu vois, il commençait doucement, puis dès qu'il commençait à s'affirmer, soit il y avait une blessure, soit il y a un changement de 5, changement de coach, peu importe, etc. Donc là, je me dis qu'à Brooklyn, l'objectif, et je pense qu'en plus, il a qu'1 an pour faire ses preuves, c'est maintenant ou jamais, ça y est, on est arrivé à ce stade. J'espère que Killian Hayes, il pourra vraiment enchaîner les matchs, même que ce ne soit pas forcément en tant que titulaire, mais qu'il puisse enchaîner tous les 2-3 soirs, jouer avec un rôle, que ce soit minimum 15 minutes, pas forcément titulaire au début. Et que si c'est le cas, parce que je pense qu'une partie de sa maladresse au tir, elle est liée à ça. Parce qu'il y a des moments où Killian Hayes, il a été plutôt pas maladroit en fait. Il n'a pas de tir à 3 points. Oui, ça c'est un fait. Je pense qu'il aura. Je ne suis pas persuadé qu'il aura un jour un tir à 3 points. Mais il a quand même une capacité. Le problème, c'est que ce n'était pas juste son tir à 3 points. C'est que Killian Hayes, il ne mettait pas de panier en fait. Il ne mettait pas de tir. Il ratait tous ses tirs par certains moments. Mais dès que tu vois qu'il enchaînait un peu le rythme, il y avait ces petits flotteurs, ces drives vers le cercle, etc. Des fois, des petits tirs à mi-distance en tête de raquette qui sont importants pour un meneur. Le petit pull-up à 2 points après un pick and roll. Des gestes comme ça, je sais qu'il est capable de le faire, sachant que c'est un très bon playmaker, un joueur propre qui perd peu de ballons et c'est un très bon défenseur et il a des qualités athlétiques. Le mec a tout pour jouer en NBA, tu vois. Et je me dis que s'il arrive à enchaîner les matchs, sa confiance au tir, elle va venir, en tout cas, au moins pour qu'il soit à 42, 43, 44% et pas les trucs ridicules où les mecs se foutent de sa gueule parce qu'il est à 35% au tir en global. Et je me dis que voilà, s'il arrive au moins au début, quand les Nets ne seront pas encore complètement en mode tanking, quand il y aura encore Dennis Schroeder, etc., s'il arrive au moins à se faire un peu sa place, dès février, quand ça va dégager tout l'effectif pour perdre 30 matchs de suite sur la fin de la saison, voilà, Killian Hayes sera peut-être bombardé titulaire et j'espère qu'il aura déjà emmagasiné suffisamment de confiance pour que les gens se disent ok, c'est un joueur NBA, tu vois, un peu comme on avait dit pour Ousmane Dieng. En fait, non, c'est bon, c'est un joueur NBA, on ne s'est pas complètement planté. C'est ce que je lui souhaite. Ouais, ce que je trouve positif, encourageant pour lui, c'est que les Nets l'ont choisi. Il n'est pas arrivé dans le cadre d'un trade, tu sais, pour faire le compte dans les monnaies d'échange. Les Nets ont choisi de lui donner une chance, donc j'imagine qu'ils connaissent le joueur, qu'ils estiment son potentiel, et donc moi je m'attends à ce qu'il ait une vraie chance de pouvoir remontrer à nouveau ce dont il est capable. C'est vrai que l'avantage quand tu as été drafté haut, c'est qu'on t'as souvent plusieurs fois des chances de refaire tes preuves. Voilà, j'espère que ça sera la bonne pour Kylian, sachant que c'est quand même un effectif qui va pas chercher à gagner, mais qui est pas nul en fait. Quand tu regardes le nombre de joueurs, notamment sur les postes extérieurs, ils ont pas mal de joueurs intéressants. La question, c'est un petit peu ce que tu soulignais, Antoine, c'est de voir à quel moment ils commencent à bazarder tout le monde et à faire le tri. Et voilà, mais bon, allez, on croise les doigts en tout cas pour Kylian. Allez, parmi les autres joueurs, on va passer peut-être un peu plus vite les derniers Français, les passer un peu plus vite en revue. Il y a Ryan Rupert qui repart à nouveau avec Portland, là encore une équipe, pardon. J'en parlais avec Pierre Armand dimanche. En fait, j'ai pas hâte de voir l'équipe sur le terrain. J'ai hâte de voir ce que vont donner les joueurs. Dans le cas de Ryan, j'espère qu'il aura des minutes. Ouais, c'est ça, lui aussi. Bon, Chauncey Billups c'est toujours là. Est-ce qu'il va donner sa chance aux jeunes comme Ryan cette saison? Je ne sais pas où est-ce qu'il va essayer de passer un cap, parce qu'il y a quand même, c'est vrai qu'il y a du talent. Il y a, comme dans plein d'autres équipes. Pour Ryan, je sais pas trop non plus, parce que lui aussi, j'ai l'impression qu'il a un niveau qui est supérieur à celui de G-League, comme beaucoup de joueurs qui y vont, d'ailleurs, je trouve que quand il y va, il est très bon. Quand les quelques apparitions qu'il fait avec Portland, souvent, il y a de la production. Il est plutôt... j'ai même été agréablement surpris l'année dernière sur certaines apparitions, mais on sait pas quelles sont les attentes de Portland pour lui. Est-ce que c'est juste un joueur de rotation? Est-ce qu'il le voit faire partie de l'avenir de la franchise? Franchement, je ne sais pas. C'est un garçon qui a lui aussi des qualités, mais je ne suis pas ultra optimiste pour lui dans cette équipe-là, en tout cas. Ouais, moi, je vais juste dire c'est une question d'opportunité, en espérant qu'il les ait, qu'il en ait plus que l'an dernier. Et s'il les a, voilà, la question, ça va être de les saisir, quoi. Mais pas grand-chose à rajouter, je pense, sur Rupert. Ouais, de toute façon, c'est une des équipes les plus dures à prévoir
pour cette saison en termes de rendement, enfin de rotation, de qui va jouer quoi. C'est très dur d'y voir clair, je trouve, avec cette équipe de Portland. Allez, on va terminer avec les deux OGs quand même, les deux Français les plus expérimentés en NBA, qui sont deux stades différents de leur carrière tous les deux. Nicolas Batum qui a donc choisi de retourner aux Clippers après la fin de son passage à Philly, et Rudy Gobert donc qui repart avec les Wolves. Les Wolves toujours on en parlait la semaine dernière après le trade de Karl Anthony Towns, toujours ambitieux, mais qui sont en train de se restructurer un petit peu et qui devraient repartir vers un jeu un peu plus classique dans lequel Rudy devrait retrouver un petit peu vraiment, en gros, j'ai l'impression qu'on peut s'attendre dans un style de jeu à retrouver le Rudy qu'il y avait à Utah, quoi. Vraiment jouer beaucoup de pick and roll avec Anthony Edwards, être toujours le capitaine de défense. Voilà un petit peu. Qu'est-ce que vous imaginez pour la saison de ces deux original gangsters français de NBA? Ouais, pour Batum, ça ressemble quand même à une décision familiale et un choix de fin de carrière. Alors, je vais pas dire à la cool, parce que ce serait faire injure à ce qu'il va faire sportivement, à mon avis. Enfin, ça reste un des coéquipiers les plus appréciés dans tous les vestiaires où il est passé. C'est un mec, un ultra professionnel. Donc, il y va pas en pré-retraite, parce qu'il y avait la rumeur d'une retraite. Je pense pas qu'il y aille en pré-retraite, mais il y va pour être un peu plus épanoui, je pense. Il retrouve un contexte qu'il aime bien, une équipe avec des joueurs qu'il aime bien aussi, un coach qui l'apprécie beaucoup. Donc, s'attendre à quoi en temps de jeu? Il aura toujours du temps de jeu, parce que ça reste un mec, on l'a vu avec l'équipe de France encore, qui est un facilitateur de jeu, un très bon défenseur, un mec ce sera quasiment le mec le plus expérimenté de l'équipe, je pense, là, cette année. C'est peut-être le plus âgé même, quasiment. Je sais pas ce que seront capables de faire les Clippers, mais je pense que Batum, il sera dans la lignée de ses dernières saisons avec les Clippers, justement, avant la parenthèse Philadelphie. Donc, ce qu'on peut lui s'attendre ce à quoi on peut s'attendre pour lui et lui souhaiter, c'est juste que les Clippers soient plus compétitifs que prévu, presque, après le départ de Paul George, et que du coup, il puisse disputer des playoffs pour les dernières saisons de sa carrière. Je ne sais pas si c'est la dernière ou l'avant-dernière, mais clairement, on se rapproche de la fin. Finir proprement, finir en ayant toujours cette étiquette de mec ultra précieux, parce que là, tous les gars des Clippers qui l'ont vu revenir se sont réjouis de son retour, du coach jusqu'aux joueurs eux-mêmes. Donc, ouais, moi, je m'attends à voir un Batum toujours aussi précieux et professionnel. Après, ce dont seront capables les Clippers, ça je sais pas trop. Moi, je vais dire Batum, prendre du plaisir, en fait, tout simplement. Ouais, voilà, juste qu'ils prennent du plaisir, parce qu'effectivement, c'est bientôt la fin. Et puis, être un joueur de devoir solide, ça, je m'inquiète pas. Et pour Gobert, pas grand-chose à dire, hein. Continue dans le même registre. Alors, il n'y a plus 4 autour de lui, mais ça ne change, je pense pas, le rôle de Gobert. Il va faire toujours la même chose. Et s'il continue dans le même registre, il va sans doute aider les Timberwolves à rester compétitifs avec Anthony Edwards. Voilà, s'affirmer quelque part lui aussi, hein, les Timberwolves, on peut dire qu'ils l'ont choisi lui, même si c'est pas tout à fait comme ça, c'est beaucoup plus nuancé, mais voilà, on savait qu'au moment où ils ont fait venir Gobert, il y avait 2 pivots, on se doutait qu'à un moment il y aurait un transfert des deux. C'est pas lui qui a été transféré. Voilà, qui s'affirme, qui continue à être un leader de ce vestiaire et un des meilleurs défenseurs de la ligue. Rudy, il a quand même un objectif théorique en vue qui peut être sympathique. Il peut devenir le seul recordman du nombre de trophées de meilleur défenseur de l'année. Ça, j'avoue que j'aimerais bien pour lui, parce que c'est un mec qui va sa legacy, il va, à moins qu'il y ait un titre évidemment, mais il va lutter avec l'image qu'il va laisser. C'est déjà le cas actuellement alors qu'il est en activité, mais ça mettrait pas mal de monde, ça ferait fermer quelques bouches quand même. S'il chopait un 5e titre de meilleur défenseur, absolument pas volé, hein, je pense. Le 4e n'était pas volé. Quand il a gagné à chaque fois, je considère que c'était pas volé. Ça peut être un objectif intéressant. Et est-ce qu'il peut le refaire cette année avec Minnesota? Ouais, moi je pense. Donc je m'attends à ça. C'est plus un objectif que lui, à mon avis, doit se fixer aussi quand même. Il doit avoir ça dans un coin de la tête. Tu peux pas. Après, s'il reste à égalité avec 2 autres monstres sacrés comme Mutombo et Wallace, c'est très bien. Mais je pense qu'il y a moyen d'aller chercher le 5e. Franchement, s'il va chercher le 5e, c'est vraiment qu'il fait une saison historique, parce que toute la narration sera contre ça. Personne, je pense que les gens ne voudront pas lui en donner plus que Mutombo, Ben Wallace, que tout le bruit fait par les anciennes stars NBA ou d'actuels joueurs des Warriors à son égard, vraiment vont... Je veux voir la tronche de Shaq quand ils vont devoir lui demander si Rudy mérite 5 titres.
J'aimerais bien voir ça quand même. Mais en tout cas, oui, je pense qu'il va être bon, qu'il va aider son équipe comme il l'a fait ces 10 dernières années et que les Wolves seront compétitifs. Pour Nicolas Batum, je pense que ça sera l'un des joueurs les plus réguliers de cet effectif des Clippers. On peut s'attendre à ça. Il y a plein d'équipes qui auraient été très heureuses de pouvoir avoir Nicolas Batum. Donc je pense qu'effectivement, il a choisi cette équipe spécifiquement et que c'est lui qui a choisi cette équipe. Je tiens à noter que autant par le passé, j'ai pu être critique, je pense, sur ses performances en équipe de France. Il sort d'une campagne dans laquelle il a été exemplaire à tout niveau. Vraiment, moi, je l'ai trouvé... Je ne pensais pas qu'il avait encore ça en lui, vraiment. Il a été extraordinaire avec cette équipe de France. Donc, comme vous. J'espère qu'il va prendre du plaisir. Je sais qu'il aura des minutes et que ça sera un joueur important de cette équipe des Clippers. Pour le coup, en laquelle moi, je ne crois pas du tout. Mais voilà, je pense que ça va être une fin de saison, fin de carrière, du moins programmée telle qu'il l'a souhaité. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, on a fait le tour de tous les Français, je pense. On a oublié Moussa Diabaté, oui, juste. Ce que j'allais dire, voilà. effectivement, tu as raison. Ouais. C'est dans la rotation élargie des Hornets, c'est déjà pas mal, je dirais, moi. Voilà, avec Shai, on aimait bien ce qu'il avait pu montrer sur de courtes séquences avec les Clippers, savoir s'il arrivera à se faire une place du côté des Hornets, toujours sur ce registre ultra athlétique, joueur qui apporte du mouvement, de l'activité. C'est ce qu'on lui souhaite. N'hésitez pas à nous dire, vous, ce que vous attendez des Français cette saison, s'il y en a que vous attendez plus particulièrement que d'autres. Nous, on vous donne rendez-vous dès demain pour le CQFR. Et puis, voilà, si vous voulez en savoir plus sur les petits qui ont marqué l'histoire du basket, on a un MOOC de 240 pages qu'on est en train de finir en ce moment. Vous pouvez le trouver sur Basket Session. Nous, en tout cas, on vous dit à demain. Ciao à tous. Ciao. Ciao. Is out there, and it's either play or get played.